C'est parti. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis du coup président de l'asso les communautés MS qui organise du coup ces événements, les meet-up sur Nantes. Du coup, on organise aussi également une fois par an le salon des villes. Alors bon, là, bien sûr, avec la pandémie, ça a été un petit peu compliqué. On n'a pas pu l'organiser, mais du coup, on y retravaille de manière à pouvoir vous reproposer un mode adapté au contexte en fonction aussi de son évolution, parce que il y a des hauts et des bas, comme vous le savez. Voilà. Du coup, je vais pas aller plus loin que ça. Je vais laisser la parole à Christophe, qui est un de nos membres aussi également, et puis qui va pouvoir commencer du coup à présenter du coup son retour d'expérience sur le lean management à la Poste. Eh bien, à toi, Christophe. Très bien, bonjour à tous. Merci de votre participation. Très heureux donc de vous partager ce retour d'expérience au sein du groupe La Poste, de la mise en place des pratiques du lean management. Donc voilà, je suis Christophe Lègle, je suis membre de l'association, la communauté Microsoft. Je travaille donc dans une des DSI du groupe La Poste, qui s'appelle le CSMSI, mais on devrait changer le nom parce que c'est vrai qu'il a un peu de mal à identifier. Cette DSI, eh bien, elle met en place des projets pour le compte de la direction des ressources humaines, la direction financière, la direction de la communication. On va dire que les directions du siège qui ont des besoins de projets informatiques missionnent justement cette DSI pour le mettre en place. Donc cette DSI représente à peu près 1000 collaborateurs répartis sur une douzaine de sites géographiques en France. Et donc, au sein de cette DSI, eh bien, j'ai une casquette référent Lean Management et même une casquette référent Microsoft 365, ce qui m'amène à échanger avec également l'ensemble des branches du groupe La Poste, donc les branches, les activités que vous connaissez, habituelles de La Poste, à savoir le courrier, le colis, et puis bien sûr la banque postale. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, mais n'hésitez pas à m'envoyer donc sur l'une ou l'autre des adresses mail ou sur mon téléphone qui s'affiche. Alors pour vous présenter un petit peu les concepts du Lean, donc, ce que je vais faire, c'est voilà, quelques slides juste pour introduire les principaux concepts du Lean. Je ne sais pas si parmi vous, justement, vous êtes déjà assez familier avec ces concepts. Non? Un peu? Un peu, mais pas expert. Et du coup, suite à donc ces quelques slides pour que vous resituez un petit peu ce que je vous présenterai ensuite, c'est la mise en place à travers les outils Microsoft 365 de ces pratiques du Lean. Voilà, donc le Lean, pour vous le présenter, je vais le faire sous l'angle d'une entreprise, d'une boîte. Donc, en l'occurrence, la mienne, c'est La Poste. Donc, cette boîte, et bien sûr, elle délivre des services, des produits pour le compte de clients. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très classique, bien sûr. Avec, bien sûr, des contraintes de sécurité, de qualité, de délai et de coût. Et bien sûr, pour délivrer ces services, eh bien, elle s'appuie sur des fournisseurs. Et bien sûr, également sur des moyens financiers et des moyens humains. Et dans toute entreprise, normalement, on doit retrouver quand même la plupart des processus de fabrication, de production, de facturation. Tous ces processus sont en général décrits. Mais la réalité est assez souvent différente. Ce que vous voyez sur ce schéma, c'est justement ce monde souterrain avec ces processus qui finalement ne se déroulent pas tels qu'on les avait imaginés. Et donc, c'est l'occasion pour un certain nombre de collaborateurs de rencontrer des problèmes finalement et puis de trouver des parades, de contourner finalement ces processus. Eh bien, le Lean, c'est justement, va s'intéresser à tous ces problèmes-là. Et donc, qui génère forcément des gaspillages pour les entreprises. Et donc, ce que cherche à faire le Lean, en fait, c'est
à voir les problèmes. Parce que tant qu'on ne voit pas un problème, bah, finalement, on va avoir du mal à le résoudre. Et donc, vous voyez les trois actions que j'ai ici, à peu près, là, voilà, sur mon écran. Voir, résoudre et pérenniser, bah, c'est vraiment l'essence même du Lean, c'est-à-dire on voit les problèmes, on les partage tous ensemble. C'est ce que je vais vous présenter dans quelques instants. Bien sûr, une fois qu'on a vu les problèmes identifiés et qu'on partage tous la même vision des problèmes, eh bien, on va les résoudre. Et pour ça, justement, le Lean apporte une méthodologie de résolution de problèmes. Et une fois qu'on a résolu le problème, bah, il s'agit évidemment de le pérenniser et d'éviter de retomber sur ces problématiques-là. Donc, vous voyez, le Lean, c'est finalement présenté de cette manière-là, c'est, vous voyez, normalement, devrait s'appliquer dans toutes les entreprises. Et en tout cas, au sein du groupe La Poste, eh bien, ce Lean a été amené par l'actuel directeur de la branche courrier colis, qui est donc Philippe Dorge, qui venait du monde de l'automobile. Et évidemment, le Lean Management est issu en premier lieu de Toyota. Donc, lorsque Philippe Dorge est arrivé à La Poste, eh bien, il a souhaité que l'ensemble des équipes du courrier et du colis mettent en place ces pratiques du Lean. Et au sein de ma direction, donc de ma DSI, eh bien, on suit cette même logique et donc on cherche justement à déployer, à accompagner les managers pour prendre en compte la plupart de ces nouvelles, enfin de ces bonnes pratiques de management. Donc le Lean s'appuie sur ce qu'on appelle la fameuse roue de Deming, le PDCA, le plan, le do, le check et le act. Et on le retrouve finalement sous-jacent pratiquement dans toutes les pratiques du Lean. Alors n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, hein, si ce n'est pas très clair pour vous. Hein, c'est le moment d'en profiter. Hein, on a quelques instants pour vous répondre. Ici, donc, sont présentées les principales pratiques hein, du Lean. Donc, comme je vous montrais dans le slide précédent, hein, on retrouve bien sûr la résolution de problèmes, qui est vraiment le cœur même du Lean. On va y trouver également le management visuel, avec sa déclinaison que je vais vous présenter dans quelques instants, qui s'appelle l'ODA. Donc, j'y reviendrai dans quelques instants. Et donc, encore une fois, hein, le management visuel, eh bien, il est vraiment essentiel de partager la même vision des problèmes et de les visionner, justement, de les visualiser. Ensuite, on a le tour terrain qui permet justement aux managers d'aller directement sur le terrain, voir avec ses équipes ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et donc se rendre vraiment concrètement de ce qui se passe réellement sur le terrain. Vous avez une autre pratique qu'on appelle le brief. Alors, je pense que c'est peut-être le terme qu'on utilise à la Poste, là, le brief quotidien en escalade. Alors, ça peut être un brief aussi hebdomadaire. En tout cas, dans notre direction, on a plutôt cette partie-là, ce brief est plutôt réalisé de manière hebdomadaire. Mais bien sûr, lorsque vous êtes dans des activités très opérationnelles, hein, comme les facteurs, par exemple, ben, eux, dans chacune des tournées, ont ce brief quotidien qui dure peut-être 10 minutes, mais qui leur permet justement de s'assurer que tout va, je dirais, bien pour réaliser leur tournée. Donc ce brief, il est important parce qu'il s'appuie sur le management visuel, et puis bien sûr, il fait appel à la résolution de problèmes, et puis il est connecté au tour terrain. Donc toutes ces pratiques, finalement, se combinent pour justement se mettre dans une posture d'amélioration continue, finalement. Vous avez tout en bas également une pratique que l'on commence à déployer au sein de la direction qui s'appelle la visite terrain. Alors, à ne pas confondre avec le tour terrain. La visite terrain, c'est vraiment les directeurs au plus haut niveau, hein, vraiment les top managers qui vont directement voir ce qui se passe sur le terrain en allant, non pas en demandant aux agents de se déplacer dans une salle et puis de discuter, etc. C'est plus loin qu'une simple visite, c'est vraiment s'asseoir à côté de la personne pour voir comment le travail est réellement fait et se rendre compte des choses. Et donc, et bien sûr, ça se prépare, ça se fait dans le cadre d'une intention, d'un processus. Par exemple, on veut s'assurer que le processus fonctionne et voir concrètement s'il fonctionne en tout cas. Donc, c'est souvent apprécié d'ailleurs, hein, parce que les personnes sont valorisées finalement, s'aperçoivent que voilà, leur travail compte, il est vraiment important. Et donc,
Voilà, donc toutes ces pratiques, eh bien, on essaye au sein actuellement de ma direction de les mettre en place. Ben, évidemment, ça met du temps. Et puis, c'est quand même un changement de posture important pour les managers et pour tous les collaborateurs. Dans la pratique que je vous montrais précédemment, qui s'appelle le management visuel, eh bien, on le décline sous la forme d'une OBEA. Donc peut-être que ce terme-là est peut-être connu pour ceux qui pratiquent couramment le japonais. Donc le terme d'OBEA, ça signifie en japonais, c'est une grande salle. Et en effet, c'est, on va dire, une salle de pilotage de l'activité. Donc une équipe se réunit à fréquence régulière. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être une fois par mois, pour justement partager la vision de l'activité, des problèmes, justement, des écarts entre ce qu'on attend, voilà, ce qui a été décrit dans le processus, et la réalité qui est en écart, justement, par rapport à cette situation, cet objectif qu'on voulait atteindre. Donc, souvent, ça peut être, alors, cette OBEA, donc ça peut être un comité de direction qui se réunit, mais ça peut être aussi tout simplement un manager et son équipe. Il y a différents niveaux de salles d'OBEA, et vous voyez que la granularité des activités, des problèmes, ne va pas être du tout de la même nature. Mais c'est les mêmes principes qui s'appliquent. Donc, au sein de ma direction, eh bien, on commence plutôt par mettre en place ces salles OBEA, mais au niveau du comité de direction. Et progressivement, chacune des directions met en place sa propre OBEA déclinée de l'OBEA du comité de direction. Et petit à petit, justement, on va descendre dans les départements, dans les pôles, pour que chacun puisse finalement prendre sa part sur alimenter finalement l'OBEA du comité de direction. Donc, on commence par le haut. Et du coup, petit à petit, ça se répand. Donc, on n'est pas encore, évidemment, à engager finalement tout le monde. Mais petit à petit, je pense que chacun prend conscience de l'intérêt de ces pratiques. Donc, le petit schéma, là, vous résume un petit peu vraiment le cœur même de l'OBEA, c'est voir ensemble ce qui se passe, voir les problèmes. C'est bien sûr décider des actions à prendre dès lors qu'il y a des écarts. Donc, c'est agir ensemble. Et puis, c'est comprendre les activités des uns et des autres. Donc, c'est vraiment l'essentiel. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a des réunions qui se passent, mais finalement, on discute beaucoup lors de ces réunions et on ne se focalise pas sur les problèmes, sur les décisions qu'il faut prendre en urgence. Vous voyez. Donc, c'est vraiment une révolution dans ce sens-là. On a un peu de mal finalement à aller en réunion puis se dire, bon, tiens, on discute et puis on fait un tour de table, chacun exprime. Non, c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder les réunions d'un comité de direction d'une équipe. Alors, dans cette salle, qui était vraiment une salle physique au départ, vous l'avez tous compris qu'avec les confinements successifs, eh bien, les équipes avaient évidemment du mal à se réunir tous ensemble. Au sein de la DSI, c'est vrai qu'on avait déjà déployé des outils comme Teams, la suite Microsoft 365. Et comme je vous disais, on est présent sur plusieurs sites géographiques, ce qui fait que les managers étaient très souvent à manager des équipes qui étaient vraiment sur plusieurs sites. Donc, on s'est dit que nous, les salles physiques, non, ça ne peut plus se faire. Avant même le confinement, on avait déjà décidé d'utiliser les outils pour implémenter les pratiques et finalement de transformer cette OBEA, qui était une salle physique, en une salle virtuelle. Alors, quand on parle d'une salle OBEA, on retrouve la notion de mur, de panneau. Et lorsqu'on rentrait dans ces salles OBEA, en comité de direction, on retrouve classiquement un panneau qui concerne les clients, un panneau qui concerne les projets, les indicateurs de performance et les problèmes. Donc, il y en a un dernier là que nous, on n'a pas encore traité, qui s'appelle la visite et le tour terrain, dont je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, vous voyez, ces panneaux, on les retrouve classiquement dans cette salle physique. Évidemment, là, on va les retrouver également dans la version numérique des outils. Donc, ce qui est vraiment important, c'est
c'est pas du reporting, c'est pas de l'information qu'on présente en fait. Ce sont vraiment les écarts par rapport à des problèmes, à des objectifs qu'on n'atteint pas. Et donc, il faut prendre des décisions. Et à un moment donné, eh bien, on va y mettre un indicateur de performance, on va le suivre. Mais bien sûr, peut-être dans 15 jours ou dans un mois, on aura réussi à finalement à traiter l'écart. Donc, du coup, ça sert à rien de le garder. En fait, ce qu'on veut voir, c'est vraiment ce qui se passe pas bien finalement. Alors, vous allez dire, ah oui, mais c'est toujours négatif. Bon, bien sûr, on peut en profiter quand même pour partager les succès. Mais d'une manière générale, c'est quand même vraiment se concentrer sur les problèmes et prendre les décisions tous ensemble. Donc, c'est voilà, c'est le sens de la phrase qui est sur ce slide tout en bas. Si ça ne sert pas, on jette et on recommence et on fait différemment. Alors ici, bon, on parle bien sûr de la stratégie d'entreprise quand il s'agit d'un comité de direction. On va parler de contrat d'objectifs, qui est donc les principaux objectifs stratégiques de la direction pour l'année qui suit. Et tout ça vient alimenter finalement cet OBA. Et on va le suivre tout au long de l'année. Alors, il y a une question de Caroline. Oui. Qui demande quand la démarche a-t-elle démarré, quels changements suite au confinement et télétravail et quels outils Microsoft ont été utilisés. Alors voilà, donc les outils Microsoft, je vais les présenter justement dans voilà, quelques instants. On a commencé la démarche au niveau du comité de direction chez nous il y a à peu près 2 ans. Et donc on a tout de suite, on est tout de suite parti sur les outils, hein, comme je le disais, on n'est pas parti sur le salle physique. Donc le comité de direction est composé à peu près de 17 directeurs. Vous voyez, c'est quand même un comité assez important. Et bien sûr, pas mal de difficultés finalement à changer l'organisation hein, du comité de direction. Et donc, ils ont consacré, je dirais, un peu de temps dans leur comité de direction par rapport à cette salle OBEA. Donc, il est important que chacun des directeurs eh bien, prenne l'animation des panneaux qui le concernent. Et bien évidemment, il faut que ces panneaux soient mis à jour, les indicateurs soient mis à jour avant qu'on se réunisse. Donc déjà tout ça, ça a commencé par il y a à peu près 2 ans pour habituer petit à petit aussi bien le comité de direction que toutes les équipes qui, pour alimenter cette OBA. Eh bien, ça a mis un peu de temps avant de démarrer, mais il y avait une première version qui fonctionnait. Bon, elle était de loin imparfaite, mais finalement donc ça a permis déjà d'habituer les équipes à travailler selon ces principes. Et puis, au mois de juillet de cette année, le comité de direction s'est réuni pour travailler sur le contrat d'objectifs, c'est-à-dire sur 2022, quels sont les objectifs qu'on va atteindre. Et donc, ça a donné lieu justement à une deuxième version de cette OBA. Vous allez voir, je vais en parler, hein, des outils justement. On a utilisé finalement des outils un peu plus visuels. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, on arrive au mois de novembre, à la fin de l'année. Aujourd'hui, le contrat d'objectif pour 2022, il est en train d'être finalisé finalement. Et comme je le disais, on accompagne aujourd'hui certains directeurs qui veulent mettre en place la même chose au niveau de leur comité de direction. Et on est sollicité aussi par des chefs de projet qui disent, voilà, mon directeur me demande de mettre en place une OBA pour mon équipe. Bon, je travaille en agilité, je vois pas qu'est-ce que ça peut m'apporter. Donc, du coup, on les accompagne, on leur explique que c'est complémentaire finalement. Hein. On voit bien que l'agilité et le lean, eh bien, c'est des choses qui se complètent. En fait, on cherche à résoudre des problèmes, on cherche à satisfaire le client. Tout ça, c'est finalement des pratiques qui se complètent. Voilà. Donc, c'est en cours actuellement, on est en train d'être déployé, mais voilà, ça va s'accélérer un petit peu plus. Je ne sais pas si ça a répondu. Je pense que sur la première question, oui, et puis après, est-ce que le confinement a changé, le télétravail a changé la pratique? Tu as répondu. Alors, ça, finalement, on avait décidé hein, d'utiliser les outils, ce qui fait que lorsqu'on a été confiné, les outils existaient. Hein. Alors, bien sûr, il y a certains chefs de projet, eux, avaient quand même gardé les paperboards. Voilà, ils se sont aperçus qu'évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner. Ils se sont dit, bon, on va attendre de revenir pour continuer. Mais évidemment, avec les confinements successifs, ils se sont vite aperçus que les outils sont quasiment indispensables. Est-ce qu'il y a un nombre de personnes maximum là, dans une OBA?
vous préconisez Alors, groupe de en fait, combien? c'est pas forcément un nombre de personnes qui est important, en fait, c'est le timing de l'animation de cette OBA. C'est-à-dire que il faut que ça soit régulier. Par exemple, ça peut être tous les 15 jours. Et par exemple, le comité de direction chez nous se réunit tous les 15 jours le mercredi. Et il passe, on va dire, peut-être. Alors, c'est là où il y a des moyens de s'améliorer, mais au départ, il commençait par passer 2 heures quoi, à passer en revue les panneaux, puis ça discutait, et puis finalement, ils s'apercevaient qu'ils n'arrivaient pas à voir tous les panneaux. Donc, certains indicateurs, en plus, sont mensuels. Donc, il n'est pas forcément obligé de les voir tous les 15 jours, par exemple, hein, mais une fois par mois, tout ça. Donc, tout ça fait que ce qui est important, c'est pas le nombre de participants finalement à cette OBA, mais c'est le timing, la durée. Et donc, normalement, lorsque ça fonctionne bien, eh bien, peut-être c'est 1 heure tous les 15 jours, par exemple, qui permettent de passer en revue les panneaux, mais sur certains panneaux, s'il n'y a pas grand-chose à dire, parce que c'est un indicateur mensuel, voilà, on ne l'aborde pas et on passe au suivant. Donc, c'est à chacun des directeurs aujourd'hui de présenter les indicateurs qui sont dans les panneaux. Mais tout le monde n'est pas concerné. Voilà. Mais lorsqu'il y a une décision qui est prise, en tout cas, tout le monde participe à la décision. Ces petits schémas me semblent intéressants de vous les présenter parce que voilà, ça résume un petit peu ce que je voulais mettre en évidence sur la mise en place d'une OBA. Donc, le premier schéma à gauche, en fait, c'est la démarche, on va dire, pour mettre en place une OBA. La première chose lorsqu'on veut mettre en place une OBA dans une équipe, c'est s'occuper des missions d'équipe. Et quelles sont les missions d'équipe parce que, évidemment, on rend des services, comme je le disais, hein, on délivre des produits aux clients. On doit la trouver ici. Et c'est ça qui est le point d'entrée par rapport à la construction de l'OBA. Ensuite, la deuxième, donc on est ici, là, la deuxième, voilà. La deuxième étape, bien sûr, une OBA, elle est vraiment, vraiment, vraiment tournée vers le client. C'est la satisfaction du client. En quoi la plus-value, quelle est notre plus-value qu'on fournit par rapport au service à nos clients. Donc, le panneau des clients, eh bien, a vraiment une très, très grande importance. Ensuite, on va s'intéresser au panneau des indicateurs de performance. Et donc, on va définir ces indicateurs de performance. On va en choisir. Et comme je vous disais, on les choisit évidemment par rapport à des activités dont on sait qu'il y a des difficultés, il y a des choses qui ne vont pas bien. Donc, si ça va bien, bon, voilà, on n'a pas forcément besoin de les afficher ici. Ensuite, le panneau donc, 4, c'est, comme je vous disais, le panneau des projets. Sur un projet, et qu'est-ce qui est important finalement au sens Lean, c'est de s'intéresser aux classiques, c'est-à-dire les délais, la qualité et les coûts. Et bien sûr, tous les décalages de jalons, le jalon de début d'un projet, le jalon de fin de projet et les jalons principaux du projet. Ah, quelqu'un peut rentrer, je vais faire rentrer. Tout à fait. OK. Le cinquième, là, bon, il n'y a pas forcément l'ordre n'a pas forcément une grande importance, mais le panneau des problèmes, lui, vient récupérer, à chaque fois qu'on est sur le panneau des clients, par exemple, eh bien, on présente le NPS, par exemple, qui est le Net Promoter Score, hein, qui est un moyen très classique partout dans toutes les entreprises de mesurer la satisfaction. Eh bien, si on s'aperçoit que ce NPS, ça fait déjà deux réunions qui est en baisse, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on cherche à mettre en place la résolution d'un problème. Et pour ça, vous voyez, on vient alimenter le panneau des problèmes avec, voilà, on est sur le panneau des clients, on trouve un problème, bien, on vient alimenter le panneau des problèmes. Et on le suit régulièrement. Et donc, chaque directeur va prendre le problème, va dire, OK, moi, c'est un problème qui est relativement complexe, donc je vais mettre en place un groupe qui va se charger de résoudre le problème en utilisant la méthode du Lean. Et c'est ce qu'on appelle le A3. Le A3, c'est un document au format A3 qui résume ce qui se passe dans ce groupe de résolution de problème. Et donc, chacun des directeurs viendra, à un moment donné, expliquer où ils en sont dans la résolution du problème. Vous voyez. Mais vraiment, ce mur des problèmes, il est alimenté par les autres. Un indicateur de performance qui n'atteint pas son objectif, il y a un problème. On en décide. Et donc, on vient le répertorier dans le mur des problèmes et on le suit régulièrement. Et ensuite, il y a bien sûr une partie interne quand même, des programmes internes qu'on va suivre.
Donc, ils sont à peu près suivis de la même manière que finalement des projets clients, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux délais, aux qualités et aux le schéma sur la droite, c'est un modèle type de suivi d'un indicateur de performance au sens Lean. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ce petit schéma vous montre ici, dans cette partie droite, eh bien, l'évolution d'un indicateur. Il ne s'agit pas d'en suivre 2 ou 3, il faut en suivre qu'un seul. Donc, un indicateur de performance, eh bien, on voit son évolution dans le temps. Donc, ça peut être soit hebdomadaire, soit mensuel. Et bien sûr, on définit l'objectif, quelle est la cible. Donc ça, c'est le trait de pointillé qui signifie que voilà, c'est ça la cible qu'on veut atteindre. Bien sûr, il peut y avoir des variations, des écarts par rapport à cette cible, mais on veut l'atteindre en fin d'année. Sur la partie gauche, eh bien, on a la partie historique. C'est vraiment important de savoir que, par exemple, cette année, on est au mois de novembre, eh bien, où on se situait par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'on est plus ou moins performant par rapport à l'année dernière ou pas? Donc, vous voyez, cette partie gauche est importante également parce qu'elle permet d'expliquer, de se dire, bah, peut-être que l'année dernière, on était à peu près au même niveau au mois de novembre, donc on devrait pouvoir atteindre notre objectif. Vous avez en dessous, dans la partie basse du graphique, eh bien d'autres indicateurs qui viennent donner des explications par rapport à la situation actuelle. Vous voyez, donc, si on arrive à représenter les indicateurs de performance de cette manière-là, bah, franchement, là, c'est vraiment très intéressant parce que on se met dans une posture d'amélioration, d'explication et puis de voir s'il y a des écarts ou pas par rapport à la cible qu'on souhaite atteindre. Alors, concrètement, maintenant, si je pars sur les outils, comment on a mis ça en place? Hop, voilà. Alors, ce que j'ai fait et ce que je vais vous présenter, là, en fait, c'est que j'ai mis en place une équipe Teams dédiée par rapport à cette notion d'OBA. C'est ce que je recommande. Donc, pour avoir travaillé, par exemple, avec le comité de direction de ma DSI, eh bien, on leur a mis à disposition une équipe Teams dédiée. Alors, oui, d'accord, ça fait une de plus. Tout le monde dit, ah non, c'est pas possible. Mais ça me paraît important parce que après, il y a une notion de droit d'accès. Au départ, on ne sait pas si on veut l'ouvrir. Normalement, une OBA, on n'est pas censé avoir des droits d'accès, je dirais, spécifiques, hein, puisque tous les collaborateurs sont censés partager finalement la stratégie et participer à la mise en place de l'amélioration continue. Donc, je devrais dire que normalement, une OBA, elle est ouverte à tous les collaborateurs. Mais ça, ce n'est pas encore complètement intégré par tout le monde. Donc, dans un premier temps, peut-être pour habituer déjà les personnes, les contributeurs qui vont mettre à jour les boards, eh bien, passons par cette équipe Teams. Vous voyez que les murs ici de l'équipe sont représentés par des canaux. Donc, on retrouve ici par le canal OBA 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, l'ordre a également une importance ici. Pourquoi les avoir mis dans cet ordre-là? Parce que, en effet, lorsque le comité de direction se réunit, eh bien, ils vont passer en revue, c'est plutôt dans cet ordre-là. Le premier canal, qui s'appelle Board OBA, en fait, eh bien, c'est lui qui, finalement, va être utilisé lorsque le comité de direction se réunit ou lorsqu'une équipe se réunit par rapport à l'OBA. Eh bien, elle est basée sur ce visuel. En fait, c'est un tableau blanc, whiteboard. Alors, ici, donc, c'est la version online de whiteboard, mais évidemment, on aura un peu plus intérêt à utiliser la version client lourd installée sur le poste. La difficulté, c'est que Microsoft fait évoluer whiteboard. Et la dernière version qui est installée sur les postes, en fait, n'est vraiment pas utilisable. Il y a plein de régressions. Donc, moi, j'ai préféré stopper le déploiement au sein de la Poste, de cette application. Tout simplement, par exemple, on ne peut pas venir sélectionner des éléments ou copier une image. On ne peut pas verrouiller une image en arrière-plan. Donc, vous voyez que sur mon poste, en fait, c'est la version client lourd, mais pas la dernière version. Et c'est mieux comme ça parce qu'en effet, elle est vraiment utilisable. Alors, vous voyez qu'on a représenté dans ce tableau blanc, en fait, finalement, la salle OBA, on a l'impression d'avoir un effet 3D avec les différents panneaux. Ici, on retrouve très souvent aussi un besoin de faire ce qu'on appelle la vie d'équipe. La vie d'équipe, c'est
on ne doit pas y passer beaucoup de temps. Et c'est peut-être là aussi une difficulté qu'on a actuellement dans les équipes chez nous, c'est que la vie d'équipe, c'est tout simplement donc le panneau, c'est de préciser quelles sont les missions de l'équipe, hein, du comité de direction. Donc ici, on retrouve la photo des différentes personnes. Donc ce que je vous montre là, évidemment, c'est une copie du comité de direction. J'ai enlevé évidemment les photos, j'ai mis des valeurs fictives, hein, donc ne soyez pas étonnés d'avoir des valeurs un peu farfelues. Mais ça me permet donc à une équipe qui veut mettre en place une OPIA de cloner finalement cette équipe Teams et puis bien sûr de l'adapter à son contexte. Donc si je fais un zoom encore un petit peu plus important, voilà. Ici, donc on retrouve, là donc je suis donc dans le mur vie d'équipe. Donc on retrouve les missions par rapport aux différentes personnes qui composent cette équipe. Et ici, vous avez donc la météo. Donc la météo, c'est là où beaucoup finalement, soit il y en a qui considèrent que c'est pas du tout intéressant, ça sert à rien. D'autres disent, si, quand même, c'est quand même intéressant. Oui, parce qu'il faut comprendre un petit peu pourquoi on cherche à faire la météo. Donc, en début de réunion, eh bien, chacun s'exprime sur sa météo, la météo du jour ou de la semaine. Et donc ici, chacun va positionner justement un smiley par rapport à son humeur. Lorsqu'il s'agit d'un comité de direction, eh bien, on a deux colonnes. C'est-à-dire que c'est soit le directeur qui s'exprime par rapport à sa météo, donc ça c'est la colonne pour moi, soit finalement il donne également la tendance pour ses équipes. Vous voyez, donc on a décomposé les deux smileys. Donc il choisit bien sûr entre les trois smileys, hein, satisfait, RAS ou contrarié. Et donc, il vient positionner pour la semaine en cours, vous voyez son smiley. Ici, s'il y a 5 personnes, les 5 mettent leur smiley et éventuellement viennent mettre également la tendance par rapport à leur équipe. Vous voyez qu'à gauche, on va retrouver l'historique. D'accord ? Ça, c'est important, l'historique aussi. Parce que s'il y a une personne qui dit moi, ça ne va pas du tout, je suis en surcharge, et si elle nous le dit régulièrement et qu'il ne se passe rien, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, l'intérêt de la météo, c'est de finalement susciter l'entraide entre les personnes dans une même équipe ou entre directeurs. Hein, et puis, justement, s'assurer que finalement, la personne vous avait déjà dit la semaine dernière que c'est à l'époque où il était en surcharge, c'est susciter l'entraide. Donc, certains vont dire attends, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être t'aider, hein, parce qu'on comprend que vous êtes en difficulté. Voilà, donc la météo, c'est ça, on ne doit pas y passer sans s'étendre. Et donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, on prend des actions et des décisions pour aider les personnes qui ne vont pas. Donc, bien sûr, ça peut être des problèmes personnels, auquel cas on ne peut pas faire grand-chose. Mais évitons de passer trop de temps sur la météo, mais elle est quand même importante pour moi. Parce qu'évidemment, si on se réunit et que la plupart des collaborateurs disent ça ne va pas, finalement, on peut se demander est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Donc, ça, c'est le mur vie d'équipe. On a dans le mur vie d'équipe également, ici, des calendriers. Donc là, j'ai mis novembre-décembre. Et donc, on peut venir positionner sur ces calendriers des événements internes, des événements externes, des communications. Et vous voyez, ça sert au partage. Finalement, chacun des directeurs ou des membres de l'équipe viennent partager des événements, de la communication qui se passe. Et donc, tout le monde, finalement, est informé de ce qui se passe. La visite terrain, je vous en ai parlé, c'est la visite des directeurs. Et donc, chacun, dans un comité de direction, c'est important de savoir, quel directeur est allé s'intéresser à tel processus, et pour ça, il est allé sur tel site. Encore une fois, ce n'est pas une simple visite pour dire, allez, bonjour, tout va bien, c'est bon, ça y est, j'ai fait ma visite, et puis je rentre. C'est vraiment dans un objectif d'amélioration. Voilà. Chacun doit s'approprier un petit peu ces nouvelles pratiques. Donc, on appelle ce qu'on appelle un bac rouge. En fait, on peut le mettre à la fin. Hein, c'est justement lorsqu'on discute et qu'on identifie des difficultés, des problèmes, des points d'amélioration, on les note. Voilà, on les prend note, on en prend note et on va les suivre après si c'est des problèmes dans le mur des problèmes. Ensuite, si je passe sur le mur client, je vous disais qu'il est vraiment fondamental. Donc ici, le mur client, on retrouve le classique, c'est-à-dire l'indicateur NPS. Donc si j'agrandis suffisamment, voilà. Donc, vous voyez que le NPS, alors là, ça fait un peu un céphalogramme plat parce que finalement,
on mesurait la satisfaction, mais pas à travers cet indicateur de NPS. Donc ici, c'est vraiment une copie que j'ai fait à un moment donné hein, de l'OBEA du comité de direction. Donc on démarre et petit à petit, on va suivre, vous voyez, dans l'historique, on va suivre l'évolution du NPS. Donc nous, notre DSI, en fait, comme je vous disais, elle travaille pour la direction du siège. Donc on ne travaille pas avec les clients finalement de la banque postale ou les clients du courrier, hein, le grand public. Non, on travaille avec les directions du siège. Donc ici, ça va être, je dirais, une enquête de satisfaction régulière qu'on va mener auprès de nos partenaires. Ensuite, les verbatim. Les verbatim, c'est quoi? C'est ce que nous disent nos partenaires, nos clients. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et évidemment, au départ, on se pose la question, mais est-ce qu'on les sélectionne? Est-ce qu'on fait un tri? Non, non. Dans un premier temps, je pense qu'il faut se contenter de les mettre ici. Donc ici, c'est à chaque fois qu'il y a des réunions avec ces partenaires, ces clients, bien, ils vous disent des choses. Ils vous disent des choses qui sont positives, mais ils disent aussi des choses qui sont négatives. Et à travers ce qu'ils disent, ben, c'est là qu'on perçoit finalement la plus-value qu'on apporte. Vous voyez. Donc nous, on peut être finalement satisfait. On peut penser que les services qu'on délivre ben, sont très bien. Mais encore faut-il que ce soit la même vision partagée avec le client. Donc, il est vraiment utile voilà, de partager ce qui va, ce qui ne va pas. Et quand je parle d'un client, ça peut être la maîtrise d'ouvrage d'un projet, mais ça peut être aussi les personnes en charge de la facturation. Et donc, au sein de la DSI, on a une facture interne. Eh bien, il y a des contrôleurs de gestion dans les directions du siège. Bah, peut-être que lorsqu'ils reçoivent la facture des services de ma direction, peut-être qu'elle n'est pas claire, cette facture. Vous voyez. Donc, c'est vraiment pour couvrir l'ensemble des clients, toutes les personnes qui finalement consomment un petit peu les services qu'on produit, ou sont destinataires des services. Ensuite, ici, après, ça peut être variable en fonction des équipes, hein, bien sûr, mais je rappelle, par exemple, ici, les grandes familles de services qu'on délivre. Et je ne suis pas sûr que l'ensemble du comité de direction a bien conscience de toutes ces familles. Vous voyez, donc le fait de les rappeler, déjà, c'est déjà intéressant. Et après, ben, on peut avoir des indicateurs qui permettent de suivre l'évolution de ces services. Est-ce qu'il y a des nouveaux partenaires qu'on a approchés? Est-ce qu'ils sont intéressés par des nouveaux services? Tout ça, ça se suit à travers ces indicateurs. Les visites terrain, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a des différents types de visites terrain. Il y a des visites de terrain de management, voilà, de processus. On va s'intéresser à l'amélioration de processus, mais il y a des visites terrain chez les clients aussi. Et encore une fois, là, on va recueillir ce qu'ils en pensent, ce qu'ils pensent des services qu'on leur délivre. Ensuite, je vous ai parlé du mur. Voilà, les indicateurs de performance. Donc, tous, alors à partir de là, je pense que, même tout à l'heure d'ailleurs, ce qu'on retrouve dans le board là, ce que vous voyez, en fait, c'est des copies d'écran. Et c'est des copies souvent d'écran de classeurs Excel. Et ces classeurs Excel se trouvent dans l'équipe Teams que je vous montrais juste à l'instant. D'accord? Donc, on va aller regarder justement ces classeurs Excel dans quelques instants. Ici, là, on s'intéresse à la qualité de service. Et donc, pour une D6 qui est classique, hein, c'est s'intéresser bien sûr au SLA en termes de disponibilité, en termes de nombre d'incidents critiques, de priorité 1, de volume d'incidents. Enfin, vous voyez, donc, on retrouve ces indicateurs ici. Et puis, on va retrouver des indicateurs classiques aussi, mais sur le fonctionnement quand même interne. Et par exemple, ici, on a un indicateur sur des indicateurs RH. Donc, on a 2 indicateurs qui sont suivis. Mais encore une fois, je vous dis, hein, ces indicateurs, on peut très bien dire, dans un mois, bon, on a vu qu'il n'y avait pas de problème, donc on va peut-être les remplacer par autre chose, par d'autres indicateurs. On sait qu'il y a plus de difficultés. Mais vous voyez, on retrouve ici, en fait, le format que je vous présentais tout à l'heure hein, en termes d'indicateurs, c'est-à-dire il y a une partie à gauche qui est la partie historique, et puis l'objectif ici, et puis évidemment l'indicateur, et des données complémentaires qui expliquent que au fait, au mois de juillet, on est à 38%, sachant que l'objectif est à 80%. Est-ce qu'il y a un écart? Est-ce qu'on ne va pas atteindre l'objectif? Eh bien, pour donner une explication, on va regarder par rapport à l'année dernière. Ah, l'année dernière, on était à peu près à 39%. Cette année, on est à 38%, d'accord. Et puis, on s'aperçoit qu'en termes de formation engagée et réalisée, finalement, on n'est pas à 38, mais à 59%.
Bon, bah, OK, donc a priori, il n'y a pas trop de problème, mais on va s'intéresser quand même à surveiller cet indicateur. Vous voyez. Et en dessous, on va retrouver d'autres indicateurs RH, par exemple, là, ce qu'on appelle le cap emploi. En fait, c'est tous les postes qui sont proposés en interne ou en externe d'ailleurs. Vous avez le classique, hein, c'est-à-dire le suivi du budget. Et encore une fois, ce qui est important sur ce graphique, hein, c'est de voir les variations. Donc là, en l'occurrence, on s'intéresse à l'écart entre le budget qu'on a prévu et le budget qu'on a vraiment réalisé. Et donc, on regarde cet écart et s'il est supérieur à 2% ou inférieur à 2%, bah, il y a des décisions à prendre. Oui. Oui. Une question de Caroline qui demande qui décide des informations partagées et qui anime le rituel. Alors, comme je vous disais, en fait, nous, on est donc, je travaille dans une équipe avec d'autres référents hein, sur le lean management. Donc, on accompagne le comité de direction et justement, c'est un apprentissage hein, de leur côté. Donc, on les aide bien sûr à définir cette première version de l'OBA. Et ensuite, à un moment donné, ils sont autonomes. C'est eux de choisir justement, une fois qu'ils ont bien maîtrisé les concepts, comme je vous disais, c'est à eux de dire celui-là, finalement, ça fait déjà 2 semaines qu'on parle, tout va bien. On va le remplacer par d'autres. Voilà, mais il faut acquérir cette autonomie qui n'est pas si évident. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés, c'est sûr. Est-ce que vous avez des Agile Masters ou des Scrum Masters qui aident justement à faire monter en compétence les gens? Est-ce qu'il y a des acteurs des acteurs justement qui accompagnent les utilisateurs pour monter en compétence? C'est l'équipe dans laquelle je travaille. En fait, on est là en accompagnement, en conduite du changement sur la mise en place. Alors, vous allez dire, bah oui, mais il faut aussi maîtriser les outils. Vous voyez. Donc là, ce que je vous montre, en fait, c'est Whiteboard. Bon, il se trouve au sein de ma direction qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des licences Klaxoon. Donc, Klaxoon est très utilisé aussi. Mais ce qui est dommage, parce que tout ce qui est fait dans Klaxoon, finalement, je le reproduis à l'identique dans Whiteboard, en me disant que à l'intérieur du groupe La Poste, il y a forcément des équipes qui n'ont pas la licence. Et puis, ça serait dommage. Si on l'utilise alors qu'on peut faire la même chose avec Whiteboard, ça serait quand même dommage. Donc, du coup, c'est pour ça que je propose cette modèle d'OBA, de manière à ce que n'importe quelle équipe, en utilisant la licence Microsoft 365, puisse mettre en place exactement ce que je vous présente. Et là, vous voyez qu'on utilise le tableau blanc. Comme je vous disais, c'est des copies d'écran. Hein. Ce que je vous montre, ce sont des copies d'écran de classeur Excel. Et donc, dans quelques instants, je vois que le temps avance, je vais justement accélérer un tout petit peu. Et justement, c'est des copies d'écran que vous mettez manuellement ou c'est des choses qui sont manuellement. Donc, en fait, je vous parlais donc de l'accompagnement du comité de direction, donc ils sont 17 directeurs. Eh bien, à un moment donné, j'ai proposé une prise en main de 30 minutes pour chacun des directeurs, de telle manière à ce qu'ils sachent exactement où mettre à jour l'indicateur, par exemple ici des projets, vous voyez donc. Et une fois qu'il a mis à jour la valeur de cet indicateur, vous allez voir que c'est finalement très simple. Eh bien, je lui ai dit, voilà, tu appuies sur la touche Windows majuscule S, S comme screen, et ça te permet de faire un rectangle de sélection et c'est ça ta copie d'écran. Et une fois que tu as fait ta copie d'écran, tu vas dans le board et tu fais coller. C'est tout. Tu agrandis, bien sûr, tu étires ta copie d'écran pour qu'elle soit visible, mais c'est tout. Et vous voyez, dans le comité de direction, il y a des personnes, bien sûr, hein, qui ne sont pas à l'aise avec les outils comme partout, hein, mais en prenant, je dirais, 30 minutes de prise en main, alors ça ne suffit pas, bien sûr, on peut compléter, mais n'importe quelle personne est capable de mettre à jour l'information dans l'équipe Teams, dans l'Excel et de faire la copie d'écran. Et il n'y en a pas qui vous ont demandé comment automatiser justement cette copie d'écran? Bien sûr. Alors, on peut après progresser. Hein. Donc, dans un premier temps, on peut dire, voilà, on met un fichier Excel et puis on accepte de doublonner une saisie, par exemple, parce que vous allez voir, c'est peanuts en fait. Hein. Mais on a toujours en tête cette idée d'éviter les doublons et d'automatiser. Alors oui, ça peut arriver, et d'ailleurs, je l'ai déjà mis en place, hein, des fichiers Excel reliés à d'autres fichiers Excel qui se retrouvent directement dans d'autres équipes Teams, c'est tout à fait possible, et ça fonctionne très bien. Okay. Donc, je vous disais, le mur des clients, ce qui est intéressant, c'est sur un projet, pardon, le mur des projets, excusez-moi, le mur des projets clients. Ce qui est intéressant, comme je disais, c'est d'avoir la vision de météo par rapport au risque, l'évolution par rapport au dernier point de suivi des risques, mais les 3 axes, budget, délai et périmètre, c'est OK ou c'est pas OK. Vous voyez. Donc, visuellement, ici, on voit que le rouge, donc c'est rouge ou c'est vert, et donc le rouge, ça signifie qu'il y a peut-être des décisions à prendre.
Donc, on peut éventuellement mettre un commentaire ou pas. Et ce que vous avez en dessous, justement, c'est une représentation un petit peu là du calendrier avec tous les projets. Et vous voyez donc les principaux jalons. Donc, dès lors que vous voyez le carré, c'est le jalon de début d'un projet. Ce carré rouge, ça signifie que finalement, il a été décalé le début du projet. Bon, là, évidemment, hein, c'est des valeurs fictives. Et les petits triangles correspondent à des jalons. Donc, le jalon bleu, bah, ça veut dire que mon jalon s'est tenu. Voilà. Mais si je retrouve un triangle rouge, ça veut dire que mon jalon a été décalé. Et même chose pour les ronds. Hein. Donc, un rond blanc, c'est ben, voilà, ça s'est bien passé finalement, c'est terminé comme je l'avais prévu. Un rond rouge, ça signifie que mon jalon de fin a été décalé. Et vous voyez que sur les projets informatiques, évidemment, on va aller les surveiller comme le lait sur le feu. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment des copies d'écran. Et puis, ben, je peux évidemment continuer avec les programmes internes. Mais voilà. Ensuite, le mur des problèmes. On peut le faire de différentes façons. Ici, on l'a proposé directement intégré dans le tableau blanc. J'ai une version également qui fonctionne sous l'outil Task. Task pour Planner, hein, pour l'ancien nom. J'aime bien utiliser l'ancien nom, hein, Planner ou planificateur. Que je trouve intéressant également. Donc, voilà, on peut démarrer sur un outil comme ça, très simple, et puis peut-être se dire, bah ouais, mais finalement, l'outil Planner est intéressant parce qu'il permet d'analyser les choses d'une autre façon. Là, ça reste assez statique finalement. Voilà. Puis bon, on peut avoir également de l'amélioration continue. Voilà, on peut faire une rétrospective. La rétrospective, c'est pas uniquement l'apanage des équipes agiles, hein, c'est qu'est-ce qui a bien fonctionné dans notre fonctionnement. Hein. Par exemple, si le comité de direction nous dit, ben voilà, ça fait déjà 3 mois qu'on se réunit sur l'OBA, ben, qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc, on se dit, bon, ben, la prochaine fois, on va mettre en place une amélioration. Vous voyez, on est dans l'amélioration continue. Donc, très rapidement, je vous présente finalement ces copies d'écran, elles sont obtenues à partir des indicateurs qui sont dans les différents canaux. Par exemple, ici, par exemple, celui que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait le budget notamment. Donc, chacun des classeurs Excel, enfin, un classeur égale un indicateur. D'accord. Ici, donc ça, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure. Vous voyez qu'on a un onglet qui s'appelle Visuel et un onglet qui s'appelle Données. Donc, comme son nom l'indique, l'onglet Données, c'est finalement un tableau classique hein, d'Excel. La personne qui doit mettre à jour cet indicateur budgétaire, eh bien, elle vient tout simplement mettre 2 valeurs ou une valeur dans ce tableau, vous voyez, sur l'année, et automatiquement, la partie visuelle se met à jour automatiquement. Et pour mettre à jour la donnée, en fait, ça se fait dans Excel Online. Vous voyez, on n'a pas besoin d'ouvrir ça dans Excel ou quoi que ce soit. La personne, elle vient ici, elle vient directement mettre à jour la valeur. C'est tout. Vous voyez. Et derrière, les formules, elles se mettent à jour automatiquement. Et la personne, lorsqu'elle veut faire sa copie d'écran, ben, c'est ce que je suis en train de faire, hein, c'est Windows majuscule S. Hop, je fais un rectangle de sélection. Voilà. Bon, là, je n'ai pas très bien faire, mais vous voyez le principe. Quoi. Et ça, je vais le coller dans l'OBA. Et bien sûr, je le fais peut-être 2 jours avant que le comité de direction se réunit. Donc, c'est toute une organisation hein, à mettre en place. Donc, on a vraiment plein de possibilités visuelles. Ici, par exemple, dans Excel Online, je donne des exemples. Et alors, les exemples que je montre ici, donc on a des pictogrammes. Ce ne sont pas des images, hein, ce sont vraiment des pictogrammes. D'ailleurs, hein, si vous utilisez la touche Windows point virgule, ça vous fait apparaître justement tout un tas de pictogrammes. Mais vous voyez que ceux que j'ai agrandis finalement, c'est donc j'ai mis une police plus grande, hein, mais ils sont directement issus de cette petite combinaison de touches, là, Windows plus point virgule. Vous avez donc, on peut faire des représentations de type compteur. Vous voyez. Ici, vous avez un lien vers une vidéo YouTube qui explique comment obtenir ça sous Excel. C'est vraiment pas compliqué, une fois qu'on a compris la mécanique. Encore plus simple, c'est on peut avoir un visuel de type thermomètre. Vous voyez. Donc, quand je vous dis en fait le management visuel, ben, c'est justement trouver peut-être des représentations visuelles qui sont plutôt sympathiques ou voilà, qui permettent de passer un bon moment et puis de surveiller quand même les indicateurs principaux. Alors, cet indicateur, vous voyez, on voit un thermomètre. Ben, en fait, c'est tout simple. Il suffit simplement, vous voyez, on a superposé
une image, c'est un peu comme un pochoir, vous voyez. On a évidé une image et on la superpose à un tout bête histogramme sous Excel. Et donc, ça donne l'illusion, évidemment, lorsque je change la valeur ici, par exemple, si je le mets donc à 85%, vous voyez, donc le niveau va monter et puis la couleur va changer également en fonction de telle ou telle chose. Donc, on peut faire la même chose avec un bidon qui se remplit au fur et à mesure. On a différents visuels. Et puis j'ai une collègue, en lui montrant justement ce que je vous ai montré, elle a dit: ah bah tiens, moi j'ai eu l'idée de récupérer une image, là je vais prendre un petit bonhomme, et puis pareil, je vais la superposer à un histogramme, vous voyez. Donc c'est tout ça, c'est pas très compliqué, mais finalement le visuel est plutôt assez agréable. Voilà, et donc pour terminer, comme je vous montrais là, tout à l'heure, la plupart des projets, eh bien, on a par exemple projet client. Donc là, c'est encore une fois un classeur Excel qui est dans le canal. Et ici, vous avez deux onglets. Un onglet qui permet d'avoir une vision du planning. Donc là, encore une fois, c'est copie d'écran. L'onglet visuel vous permet d'avoir la vision justement des budgets, des délais et des qualités. Enfin, des trois axes budget, délai et qualité. Éventuellement un commentaire. Et les données, ça se passe dans l'onglet données. Donc, un responsable d'un projet, admettons que ce soit un directeur qui soit le porteur de ce projet, donc le responsable, eh bien, vous voyez, il a une liste déroulante ici pour dire la météo des risques. Elle est comment? Risque maîtrisé ou risque plus ou risque plus plus? Bon, allez, je vais mettre risque plus plus. Hop, ça se met en rouge. Quelle est l'évolution par rapport à la fois dernière? Bon, ça s'est dégradé. OK, en rouge. Et le budget, il est comment? Il est OK ou il est non OK? Les délais, c'est OK ou c'est pas OK? La qualité, c'est OK ou alors on peut mettre qualité ou périmètre. Hein. Et vous voyez qu'en termes de saisie, c'est extrêmement rapide. D'accord? Et si je plonge à droite, on voit ici qu'on a des listes déroulantes qui viennent positionner les différents jalons. Et ça se passe dans l'onglet données. Et comme je vous disais, l'onglet planning et visuel est automatiquement modifié en fonction des valeurs que vous mettez là. Voilà, je vais en rester là, sachant qu'il y a bien sûr plein d'autres pratiques que je ne vous ai pas présentées, hein, on n'a pas eu le temps, mais ça peut faire l'objet peut-être d'une prochaine présentation. Il y a notamment le brief, comment on utilise au sein de l'équipe dans laquelle je travaille depuis déjà 2 ans et demi, on utilise l'outil Planner en support de notre réunion de brief. Hein. Et puis, bien sûr aussi, comment on a utilisé un tableau blanc ou un board action, peu importe, c'est la même chose hein, finalement, pour mener des ateliers de résolution de problèmes. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que la résolution de problèmes, c'est une pratique fondamentale dans le Lean. Eh bien, il y a une méthode de résolution de problèmes. Eh bien, aujourd'hui, on a différents ateliers de résolution de problèmes, différents groupes de travail qui sont lancés, qui utilisent cette méthode et pour utiliser les différents outils méthodologiques, eh bien, ils s'appuient sur un modèle de tableau blanc qu'on a mis à disposition. Voilà, j'en ai un petit peu. Question, comment vous organisez les réunions sur Teams avec le tableau blanc virtuel là, et quelles informations vous mettez pendant les réunions dans ce tableau blanc? Alors, donc le tableau blanc, il est mis à jour avant la réunion, d'accord? Et ensuite, c'est les décisions qui sont importantes à tracer et les problèmes. Donc, en fait, ce qui est mis à jour à chaque fois qu'on passe sur un panneau, c'est ça. Alors, bien sûr, il y a la météo hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, je vous disais, pour l'instant, on a un axe d'amélioration sur le premier vie d'équipe parce qu'il passe beaucoup de temps. Et puis, finalement, il discute. Et l'idée n'est pas de discuter sur ce panneau-là, c'est forcément, si on doit discuter, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, on doit les retrouver sur les autres panneaux. Vous voyez. Donc, le problème, c'est qu'on perd trop de temps sur. Voilà. Donc, le timing est vraiment important. Et donc, la simple mise à jour, en fait, c'est tout simple. Hein, on vient y mettre les décisions. Donc, ça peut être un post-it qu'on vient coller. Ouais, c'est une forme de post-it. Ouais. Dans un premier temps, ça peut être ça. Et puis après, si on se dit, mais pour suivre les problèmes, il faut quelque chose d'autre, on utilise les autres outils comme Planner. Hein. Bon, je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais il y a un Planner qui peut être intéressant. Et puis le tableau blanc qui permet de résoudre des problèmes, voilà, ça peut être également ça. Et voilà. D'une réunion à l'autre, vous regardez les post-it qui avaient été mis à la précédente. C'est des problèmes, on les suit. Donc il y a un problème qui nécessite d'avoir, ça dépend, il y a différents types
de résolution de problème. Il y a un problème, l'équipe est capable de le gérer en interne. Bon, ils mettent en place un plan d'action, ils utilisent les outils qu'ils veulent, ils peuvent utiliser un planner tout simplement. D'accord? Donc, plutôt que d'être un post-it, peut-être, ils peuvent très bien le suivre dans un planner et puis après venir mettre un post-it pour dire que ce problème a été résolu. Ça, c'est des problèmes voilà, pas trop complexes. L'équipe à la main. Deuxième type de résolution de problème, c'est le manager dit moi, à mon niveau, je ne peux pas le faire. Il faut que je le remonte. Donc, on parle d'escalade. Et donc, là, on peut le suivre également avec un planner, en savoir, tiens, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais en utilisant planner d'une certaine façon, ça permet d'avoir le retour d'escalade, c'est-à-dire d'avoir le côté remontant du problème. Je le remonte à mon N+1 qui le remonte éventuellement à son N+1 qui le remonte à son N+1. Mais oui, mais il faut avoir le retour pour savoir quelle est la proposition de solution. Donc, ça, c'est une autre façon de résoudre des problèmes. Puis la troisième, c'est de créer, ça c'est pour les problèmes complexes, un groupe de travail, comme je vous disais, avec la méthode de résolution de problèmes. Donc, tous ces outils sont en support. Et pour poursuivre, concernant l'animation, puisqu'il y a la notion de timing et autres, la personne qui va vraiment animer justement cette OBA, est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment membre, par exemple, du comité de direction, ou est-ce que c'est un animateur qui va avoir plutôt un regard un peu plus externe et qui va, malheureusement ou heureusement, avoir un point de vue plus large? Alors, ce qu'on a fait au niveau du comité de direction, c'est qu'il y a un des directeurs qui a dit moi, je vais être le garant finalement. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il s'est proposé. Voilà. Et c'est pas plus mal. Donc, au départ, bien sûr, nous, on connaît, donc on les a aidés à animer. Puis très vite, en fait, ce directeur a dit je me porte garant. Donc, on définit les rôles au départ. On définit le timekeeper, comme dans toute réunion, le timekeeper, et puis celui qui va être garant qu'on aura passé en revue tous les panneaux, etc. Donc, l'animation, elle est vraiment essentielle. C'est là où il y a plein d'améliorations à faire. Et puis, petit à petit, après, c'est comme je disais, chaque directeur s'exprime par rapport à l'indicateur qui le concerne. Donc, la DRH, elle s'exprime sur l'indicateur RH. La directrice financière, elle s'exprime sur l'indicateur financier. Il n'y en a pas un qui mène tout au long. Non, mais c'est bien l'aspect animation. Ouais. Ça reste, voilà, donc tu préconises quand même que ce soit quelqu'un d'interne. Oui. Qu'un des membres. Il vaut mieux qu'il soit autonome, et voilà. C'est clair. On veut qu'il gagne en autonomie. Oui, dans le contexte, je comprends. Par exemple, on avait une dernière question de Caroline qui demandait la fréquence du comité. Alors, la fréquence et la durée du rituel. Voilà. Alors, donc normalement, pour le cas de ma direction, ça peut varier, comme je le disais. Le cas de ma direction, c'est tous les 15 jours. Et alors ça varie entre 30 minutes et 1 heure. Ça devrait être plutôt 30 minutes, mais souvent c'est entre 30 minutes et 1 heure. Voilà, tout dépend de la maturité de l'équipe par rapport à ces concepts. C'est pas simple. Et puis l'animation, on vient d'en parler, c'est pas simple. Donc il y a plusieurs exercices avant d'arriver à la bonne animation. Est-ce que tout le monde regarde le tableau avant la réunion ou pas? Non, en fait, la mise à jour, elle se fait par chacun des directeurs qui est responsable de tel et tel indicateur. Donc, c'est à lui de s'assurer que c'est bien à jour. Et puis ensuite, ils passent en revue ensemble les différents panneaux. Donc, tiens, on va passer au panneau des indicateurs de performance. Tiens, on est sur l'indicateur RH sur les formations. Donc, la directrice RH s'exprime. Pas d'autres questions à distance? Non, merci. Je crois que ça, on a tout traversé. Très bien. Bien, merci Christophe pour cette présentation et retour d'expérience. Merci à vous d'avoir participé à ce premier renouveau de Meetup en mode hybride. Si ce format vous a plu, on essaiera d'en reproposer d'autres. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks également sur les thèmes que vous voudriez que nous présentions. Et si vous avez vous aussi des retours d'expérience à proposer, n'hésitez pas à nous en faire part également. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le Meetup a été enregistré, donc du coup on le mettra, je pense, sur une chaîne YouTube pour que vous puissiez le revoir en replay. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite encore une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup. À Merci à vous. bientôt. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Merci à tous. Merci, Alex.